champion de France en 2018. Je suis sélectionné en équipe de France en 2018 aussi. Je fais les championnats Fédé et je fais les championnats du monde en 2018 AIDA. Je crois que je fais la 5e performance mondiale de l'année. Et là, tu t'entraînes pour quoi là ? Là, en ce moment là, championnat du monde AIDA. Si tu t'écoutes pas tes sensations, tu peux rien faire. Tu apprends tellement sur toi, ça te confronte à tes peurs, ça te confronte à tes doutes, ça te confronte à tellement de choses, ce sport, cette passion, que tu fais que apprendre sur toi au final. Vu que je suis un hyper contrôlant, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'ai pas appris à lâcher, parce que lâcher égale faiblesse et faiblesse égale proie facile, ce que tu veux. Voilà. En fait, ce que je cherchais là-dedans et pourquoi je cherchais ce haut niveau, c'est le lâcher prise. C'est juste ça. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. C'est une période de ma vie où je sens que je suis arrivé au bout de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et j'ai l'impression que l'eau est un peu révélateur de ça. C'est-à-dire que quand je suis au contact de l'eau, quand je m'immerge, quand je coupe court avec ce monde de fou un peu dans lequel on vit, c'est comme une espèce d'appel. Et je ressens un apaisement de toutes mes peurs, de tous mes doutes, de ce chemin qui me convient plus. Et j'y vais toujours avec une grosse envie et toujours avec plaisir et toujours avec un entrain que j'ai plus justement à me réveiller le matin, à aller faire les courses, à aller faire le marché, à préparer mes petits plats, à préparer tout ce que j'adorais faire jusqu'à maintenant, tout ce que je croyais adorer faire. Et toujours faire plaisir aux gens aussi, parce que le métier de la bouche, c'est avant tout ça, c'est de faire plaisir aux gens parce que tu produis avec tes mains, tes idées de recettes, etc. Et c'est surtout que j'ai du temps pour moi. Beaucoup de temps pour moi. Et j'ai compris grâce à tout ça qu'en fait, pour être bien avec les autres, à cette période-là, j'avais besoin de temps pour moi. Et donc ce que je vais chercher, c'est de la paix. Tout simplement, c'est un accord avec moi et la nature. Donc c'est quelque chose de très égoïste parce que je vais passer beaucoup de temps dans l'eau. Et ce jour-là particulièrement, ça va être un moment très très égoïste, mais qui a été nécessaire dans mon parcours. Où pour le coup je suis tellement bien que j'ai envie d'y rester. Donc c'est pas un jour différent des autres, c'est pas y a pas plus de poissons, y a pas plus de faune, y a pas plus de flore, y a pas plus de rayons qui viennent traverser l'eau où c'est encore plus majestueux ou quoi, c'est juste un instant où t'as envie d'y rester quoi sous l'eau. Le problème c'est que quand tu restes sous l'eau, ça peut devenir dangereux. Et toutes les barrières à ce moment-là, toutes les alarmes, toutes les alertes, même pas peur, parce que pour le coup, on est bien au fond de l'eau. Alors c'est pas pour faire le Jean-Marc Barr dans le Grand Bleu ou quoi, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pourront t'en parler que l'eau a un effet anxiolytique très très important, surtout pour des gens qui ont tendance un petit peu à être hyperactifs ou pas bien tout simplement, anxieux, peureux. Donc c'est un milieu qui rassure. Et étrangement, donc moi j'ai découvert l'apnée parce que j'avais peur de l'eau. Et en fait, je me rends compte que c'est un milieu qui me va super bien et au contraire qui me fait du bien. Et c'est pour ça que je tombe fou amoureux de l'eau, de l'apnée, de ce sport. Et donc ce jour-là, j'ai plus envie de remonter. Voilà. Alors je trouve une belle pierre qui me va bien.
Je suis pas profond, hein, je suis à 8 mètres de profondeur, je crois. Donc c'est vraiment pas profond du tout, pour moi. Et je suis tellement bien, comme je te disais, que j'ai plus envie de remonter, et que, en gros, si je remonte, ça va être tous les problèmes qui vont revenir, qui vont m'assaillir, toute cette peur de changer, de changement, où je me sens pas capable de changer, où je me sens démuni, où je me sens abandonné alors que je suis entouré de la plus belle âme de la Terre, que j'ai des parents qui m'aiment, malgré tout ce que j'ai pu vivre avant. Il y a quand même beaucoup d'amour, mais moi je m'aime pas. Puis on m'a pas appris à m'aimer. Donc, mais ça, je le sais pas encore, tout ça. Donc je cherche à fuir tout ça. Parce que je suis bien. Parce qu'il y a personne qui me fait chier. Moi, je me fais pas chier dans l'eau. Je suis tranquille. Et puis je vis l'instant présent, comme je t'expliquais aussi. C'est on fait pause quand on est dans l'eau. On est plus du tout dans la réflexion, dans la projection, ou dans le... Alors si, on espère par exemple qu'on va croiser un joli thon, un beau denti, c'est des gros poissons, mais on n'est pas dans qu'est-ce que je vais faire demain, ou quoi, qu'est-ce qu'on est vraiment dans l'instant présent. Et donc j'ai envie encore une fois de continuer, et de m'abandonner, et de me laisser tranquille, mais du coup un peu plus longtemps que d'habitude. Et sans pour autant avoir peur, sans pour autant culpabiliser, sans pour autant... je sais pas, je suis bien, je suis en accord avec ce que je vis à l'instant présent, quoi. Et une idée peut-être débile me traverse l'esprit, et je me dis, tiens, si je respirais de l'eau, voir ce que ça fait, quoi. Alors il y avait quand même une petite idée derrière la tête, c'était rester pour le coup plus longtemps que prévu. Et j'essaye. Et là, c'est la première fois que je rencontre réellement, même si je l'ai toujours un peu cherché dans l'excès, dans l'autodestruction, ou dans le jusqu'au boutisme, que ce soit dans le sport, dans le boulot, dans mes sorties nocturnes, et ben là je rencontre l'instinct de vie pour la première fois, qui submerge toutes mes croyances, tout ce que je pensais avoir appris. Et ben, je suis pas un poisson. Et ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, ça correspond pas du tout avec qui je suis au final, quoi. Et ça dure un quart de seconde, mais il faut vite que je remonte. Et puis il faut vite que je respire. Parce que j'adore ça, respirer. Parce que puis, même si c'est compliqué, même si, ma place, elle est pas sous l'eau. Et je suis bien. Je culpabilise pas. Je m'avais écrit un truc, c'est ça que je te disais, il y a des petits cailloux, et j'ai relu avant de venir. Et je culpabilise pas. Pas du tout. Parce que je suis encore là, parce que... Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. Mais je me dis juste, bon, bah c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon, c'est pas la bonne heure. Et puis, par contre, effectivement, j'ai laissé quelque chose au fond. Un peu comme, on pourrait comparer ça sans faire d'analogie trop pourrie, mais nouvelle naissance peut-être, ou tu vois, un second souffle, une deuxième chance. Ouais.
quelque chose de noir, quelque chose de mauvais que j'avais besoin de tuer. Voilà. Et puis me rendre compte aussi que la vie c'est chouette, quoi. Et puis j'ai toujours besoin de me confronter aux choses. J'ai toujours besoin d'apprendre par moi-même. C'est comme ça que j'ai avancé, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Pas eu le choix. Et donc j'ai eu besoin de me confronter à ça pour comprendre que ma place c'était pas encore une fois au fond de l'eau, mais que c'était bien à l'air libre, mais que l'eau pouvait m'apporter énormément de choses, pouvait me faire comprendre plein de choses sur moi, et que grâce à ça là j'ai entamé un nouveau chemin, une nouvelle vie, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'écouter et à faire ce qui comptait vraiment pour moi, et pas ni dans le regard des autres, ni dans le regard de mes parents, ni dans le regard des copains, ni dans le regard de personne, mais qu'il fallait que je trace moi ma route à moi avec mes sensations. Et c'est pour ça que ce sport ou cette passion est super importante, c'est que l'apnée, si t'écoutes pas tes sensations, tu peux rien faire. Et que, encore une fois, je vais faire beaucoup d'analogies entre l'apnée et la vie, etc. Mais c'est que ça t'apprend tellement sur toi, ça te confronte à tes peurs, ça te confronte à tes doutes, ça te confronte à tellement de choses, ce sport, cette passion, que tu fais que apprendre sur toi au final. Quand tu creuses, quand tu continues à t'améliorer, quand tu veux passer des caps, des paliers, quand tu veux passer 200 mètres par exemple, quand tu veux passer 50 mètres, où t'es confronté à plein de doutes, plein de peurs, à plein de questionnements psychologiques, physiologiques, mais tu vas creuser, tu vas fouiller, et c'est ce qui va te faire avancer. Et donc, quand je me rends compte pas de tout ça, bien sûr, là je te dis juste ce qu'il en est maintenant avec le parcours que j'ai, mais quand je sors de l'eau, je suis bien, serein, et par contre je rentre tout de suite à la maison expliquer à mon amour ce que je viens de faire. Et avec toute sa bienveillance, avec tout son amour, avec toute sa bonté, sa beauté d'âme, mais j'ai pas de jugement. J'ai quelqu'un qui comprend, qui voit que depuis quelques mois je suis en souffrance, qui a jamais essayé de contrôler, de diriger, de me dire c'est pas bien, ou quoi que ce soit, qui m'a accompagné dans mon cheminement. Et peut-être qu'elle a compris que j'avais besoin de ça aussi. Bon, elle se doutait peut-être pas que je ferais ce genre de choses, mais qui a toujours été, pour moi, Mélanie, ma chérie, c'est mon phare dans la tempête. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, je sais qu'elle... Après, elle est humaine, hein, elle a des failles, elle est comme tout le monde, quoi. Mais c'est la première, vraiment, personne avec laquelle je me suis senti pouvoir déjà construire quelque chose et avoir des enfants, pour le coup. Puisqu'on a des enfants, je voulais pas d'enfants. Mais grâce à elle, on a 2 petites nénettes top, quoi. Et grâce à encore une fois, sa bienveillance, toujours à mon égard, elle m'a accompagné, elle m'a juste dit l'autre urgence. Puis tu vas être pris en charge par des spécialistes, et puis voilà. Puis voilà, je pense que c'était aussi un appel au secours, parce que j'ai pas appris à baisser la tête. J'ai pas appris à dire j'ai mal, je souffre. On m'a pas appris à dire qu'on pouvait être faible, à se laisser aller aussi. Il faut toujours être fort. Il faut toujours être... pas le premier, mais on est fier dans la famille. Puis je suis issu j'ai une double culture. Je suis moitié croate et moitié français. Famille de résistants, côté papa. Et côté maman, famille de paysans dans les champs. Donc on se plaint pas. On baisse la tête et puis on cravache. On parle pas beaucoup.
surtout de ces doutes, de ces démons. Et en fait, c'est ça que j'ai laissé au fond. C'est bon, tout ça c'est fini, quoi. Je veux plus. J'ai des faiblesses, je le dis. Je vais pas bien, je le dis. Et je vais arrêter de, quand on m'appelle et que je suis pas bien, de pas répondre ou juste non, bah, je suis pas bien, donc je te réponds pas. Enfin, je t'explique pourquoi on va pas parler aujourd'hui, c'est que je suis pas bien. Enfin bref, juste se laisser vivre et vivre et expliquer, communiquer avec l'autre pour qu'il sache vraiment ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait à partir de ce jour-là. Et étrangement, j'essaye de mettre une date. J'y arrive pas. Je crois que c'est octobre 2013, je crois. Je crois que c'est octobre 2013. Quand et voilà. Marc, merci. Avec plaisir. Merci pour ça. Je trouve que c'est la meilleure façon d'introduire ton message. Je crois que je me reconnais, ça j'en suis sûr en fait, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre ou regarder ce podcast qui vont pouvoir se reconnaître dans le fait de serrer les dents, serrer les poings, y aller toujours. Il y a des messages à l'intérieur qui disent non, mais en fait on met un couvercle par-dessus et on y va. Et ça peut nous amener tous dans des attitudes de compensation plus ou moins addictives, où on va avoir une espèce de sédation en mode on a forcé fort, maintenant il faut comme oublier, et en fait on n'est pas en prise de soin de notre corps, en fait on ne sait pas faire ça. Et je trouve que ce que tu illustres avec cette histoire-là, c'est comme tu as été au bout de cette expérience d'inhibition de toi pour rester dans la performance du quotidien, et qu'il y a un endroit où tu as laissé une part de toi qui cherchait à aller au bout tout le temps de la performance, et ça a laissé la place à prendre soin de toi. Vraiment, même si tu savais pas faire, laisser l'espace pour des gens qui puissent le faire avec toi et pour apprendre à le faire par toi-même. Et s'il y a un truc que je retiens dans le message de ton activité autour de l'apnée, c'est que l'excellence, c'est ce moment où on couple la performance avec le besoin de s'écouter. Et que la performance, elle arrive au milieu de tout ça. Je sais pas exactement dans quel sens mettre tous ces mots-là, mais qu'il y a un plus. Ouais, il y a une profonde écoute de soi qui permet d'accéder à cette performance. Donc, c'est juste trop cool de t'avoir à mon micro pour récolter ce message-là. Et comment tu aurais envie de présenter ton activité aujourd'hui autour de l'apnée ? Ce serait quoi ? Ouais. Ça serait de se confronter à soi-même à travers l'eau. Et qu'est-ce que tu proposes autour de l'apnée alors ? Alors, donc, le but, encore une fois, c'est vraiment d'être dans ces sensations, de pouvoir s'écouter pour pas se blesser, puisque quand tu descends, donc là on parle de profondeur. Ouais. Quand tu descends en apnée, tu as plusieurs contraintes. La diminution de l'oxygène, l'augmentation du CO2, puisque tu n'expires pas, la pression, la compensation du coup, l'égalisation des pressions dans les oreilles, et que si tu n'es pas détendu, si tu n'es pas relâché, si tu n'es pas tranquille dans l'élément, eh ben, tu peux vivre une très mauvaise expérience. Donc, c'est tout simplement d'essayer de se retrouver soi avec des séances de méditation avant, où on explique ce qu'on va faire, où on va essayer de calmer le mental, parce que descendre même à 10 mètres, hein, ça reste assez conséquent, sachant qu'on a un bar de pression là, dans l'atmosphère, et quand tu descends à 10 mètres, tu prends 2 bars, ce qui fait que par exemple si tu descends avec 10 litres d'air, à 10 mètres il te reste plus que 5 litres. Tu as une petite contraction thoracique, et puis il faut aussi penser à compenser. Donc ça reste une expérience vraiment chouette, mais pour que ça soit une expérience vraiment chouette, il faut passer par, encore une fois, se reconcentrer et se recentrer sur soi. Donc par de la méditation. Avant, on va faire un petit travail de yoga pour déverrouiller la cage thoracique, le diaphragme, réapprendre à respirer correctement avec
avec son diaph, et pas forcément avec la cage thoracique, avec toute notre vie actuelle où on est vraiment dans l'urgence constamment, où on ne sait plus respirer. Après, il suffit juste de regarder un enfant, comment un enfant respire, il respire par le ventre. Comme il faut aller vite tout le temps, et ben on n'utilise quasiment plus que la cage. Donc réapprendre à respirer, réapprendre à se concentrer, à être dans l'instant présent. Et puis une fois qu'on a vu tout ça, après on va travailler un petit peu de la technique en descendant avec le câble et puis en compensant, voir si les oreilles passent, parce qu'on peut avoir des problèmes aussi physiologiques qui ne sont pas forcément liés au stress ou quoi, hein, juste un conduit de la trompe de stage qui est un peu trop courbé et qui fait qu'on ne peut pas trop compenser, ou le fait d'être un peu enrhumé, enfin bref. Et donc c'est à chaque fois enlever des petites contraintes, mais la plupart du temps, nos contraintes, elles sont dedans. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup faire, du coup, c'est souvent des gens qui ont des problèmes d'existence dans leur vie, dans leur couple, dans leur travail, ben, tu retrouves les mêmes choses dans l'apnée. C'est très révélateur. Donc, je me sens pas psychologue du tout. Moi, avant tout, je suis un coach sportif. Mais il y a un vrai travail que l'apnée peut apporter à travers ça. Et c'est pour ça aussi que je parle très librement de mon histoire. C'est que j'ai compris depuis pas très longtemps au final que ça pouvait faire écho à plein de monde. Et qu'il y avait plein de gens qui avaient été dans mon cas, il y en aura plein, il y en a eu plein. Et que c'est pas en gardant ça pour soi qu'on fait avancer la chose, et qu'au contraire, en faisant écho, ça libérait pas mal de monde autour de moi. Donc c'est une démarche, voilà, je soigne par le sport, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de faire un retour sur soi et de se comprendre via des barrières. Trop bien. Auxquelles nous confronte l'apnée. En l'occurrence. Ok, et donc du coup, pour accompagner sur cet apprentissage-là, aujourd'hui, tu as une activité autour d'une association. Oui. Qu'est-ce que tu proposes avec cette association ? Comment, même si à la fin de ce podcast, on y reviendra, et d'ailleurs, les liens de ton activité et tout ça seront dans la description de cette vidéo, mais dis-moi tout, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui avec l'association ? Alors, l'association, donc, c'est l'Odyssée, parce que pour moi, dans la vie ou dans l'apnée, ce qui compte, c'est pas forcément l'arrivée, la perf, c'est surtout le chemin et les chemins que tu as pris pour arriver à ça. Donc, c'est des cours le lundi soir à la piscine olympique où on fait de l'apnée dynamique. Donc, pour le coup, on va travailler un petit peu de yoga, un petit peu de respiration à sec, donc c'est au bord du bassin. Et ensuite, on va travailler des exercices techniques, des éducatifs, donc en apnée dynamique, où on va être en combinaison avec un lestage, donc du poids, parce que sinon on flotte avec la combinaison plus le volume pulmonaire d'air. Et donc ça va être des exercices techniques de palmage, des éducatifs ou ici en dynamique sans palme, ça va être du renforcement musculaire et de l'apnée pure où on va faire une distance donnée avec les capacités de chacun. Et le mercredi où on va travailler toute la partie mentale de l'apnée qui représente, pour moi, je dirais 80% de l'apnée, c'est la base. Où on va travailler aussi donc, les étirements qui sont très très importants, la souplesse, pour pouvoir encaisser ce qu'on appelle des contractions ou des spasmes. Quand le corps sature en CO2, le cerveau ou le corps sature en CO2, le cerveau nous envoie un message dans le diaph où il dit en gros, la coco, il faut expirer, il faut inspirer. Chez certains, donc c'est une grosse contraction diaphragmatique ou thoracique. Puis chez d'autres, c'est juste une envie de déglutir. On n'est pas tous fait pareil, donc on n'a pas tous les mêmes symptômes de la charge en CO2. Donc faire comprendre déjà tous ces mécanismes physiologiques et que on n'a pas envie forcément on manque pas d'air en tout cas à ce moment-là. Donc des exercices de souplesse pour pouvoir les encaisser, les accompagner, pour pouvoir prendre plus d'air aussi. Et après, donc, un travail mental où on va faire de la méditation, on va faire du training autogène de Schultz, on va faire de la sophrologie, on va faire de la PNL. J'essaie de donner un maximum d'infos à mes élèves
pour qu'ils puissent, eux, gérer la montée du CO2 et de se dire, voilà, je sais qu'il se passe ça. Et là, je vais l'accueillir, et je l'accepte, etc., etc., qui trouvent après leur méthode à eux pour pouvoir aller le plus loin possible dans l'apnée. Et une fois qu'on a fait cette séance de méditation, on passe sur de l'apnée pure, on va faire de l'apnée statique, à sec. Donc, soit de l'hypercapnie, c'est travailler la tolérance du corps au CO2, donc avec des apnées courtes et des récupérations courtes, en dynamique ou donc dynamique en mouvement ou en statique. Et ou de l'hypoxie, pardon, c'est la tolérance à travailler avec peu d'oxygène, donc à faire des apnées longues avec des récupérations assez longues quand même. Voilà. Donc le lundi, physique, sport dans l'eau, et le mercredi, on travaille un peu plus le mental avec des apnées à sec. Voilà. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment par contre pour le coup très sportif et pure apnée. Trop cool. Voilà. Vas-y, je sens que t'as envie de faire. Et à côté de ça, donc là, je vais monter mon entreprise qui s'appelle MT, marque d'attention, Freediving, où là, pour le coup, ça sera avec mon bateau et j'emmène les gens en mer pour aller en profondeur et leur faire découvrir ma passion et leur transmettre un maximum de choses en peu de temps par des stages avec pareil du yoga, de l'apnée, de la méditation, des notions aussi de nutrition qui sont très importantes chez nous parce qu'on charge beaucoup en lactate. On a tendance à avoir, du coup, comme on expire peu de CO2 et qu'on travaille avec peu d'oxygène, on a tendance à concentrer et à acidifier un petit peu le sang. Donc avoir une nutrition aussi qui va dans le sens du bien-être et une forme d'holistique avec une base très alcaline dans l'alimentation et voilà. Et puis surtout être dans l'élément, bien dans l'élément, leur faire goûter aussi, pour ceux qui vont aller un peu plus profond, à la chute libre, au free fall, quand on a passé 15 mètres en moyenne, 15-20 mètres de profondeur. On vole, on est happé par le fond et on descend le long du câble avec cette sensation de chute libre, wow, qui est absolument merveilleuse. Je la sens au moment où tu le dis, et à la fois je sens la terreur à l'intérieur de moi. Marc, c'est fascinant parce que on voit que dans l'apnée que tu proposes, il y a une notion de l'eau, il y a une notion de performance aussi, il y a une notion de se comprendre pour apporter, répondre à ses besoins, que ce soit en matière physiologique comme en matière psychologique quelque part. Et je trouve que c'est royal. Ce que j'ai envie de montrer avec ce podcast, c'est comment l'excellence s'est introduite dans ta vie. Comment est-ce que tu as fait l'expérience de cette excellence à travers comment est-ce que j'ai envie d'appeler ça ? On va dire l'hôtellerie de luxe. Puis toutes ces sphères que tu as été expérimenté jusqu'au moment où tu as rencontré l'apnée, et comment est-ce que tu as été chercher l'excellence dans l'apnée aussi ? Quel a été ton palmarès avec ça ? Parce que je trouve que tu as une polarité, une capacité à aller dans les extrêmes qui font de toi un mec... Genre, si je veux aller faire apprendre l'apnée, je sais que c'est vers toi que je vais aller, même si j'ai beaucoup trop peur de ça. Mais en même temps, ça m'attire. Et à la fois, je sens qu'une présence comme la tienne, ce serait sécurisant parce que ton parcours, parce que tout ça, tu vois. Et justement, j'ai envie que les gens entendent qui tu es et trouvent la sécurité que je ressens quand je parle avec toi de ça. Quand est-ce que tu découvres le milieu de l'apnée ? Comment est-ce que tu arrives là ? Et il se passe quoi ? Alors, très tard, comme pas mal de choses dans ma vie, mais au bon moment. Attends, on s'arrête avec ça. Très tard, mais au bon moment. Je le prends. Merci. Okay. Si c'était arrivé plus tôt, j'aurais pas été mûr pour accepter, accueillir. Donc c'est pour ça que je dis ça. Bah ouais, très tard au bon moment. Et ça a touché quelque chose pour moi. J'ai 34-35 ans. 34 ans, je crois. 34 ans. C'est
mon impression de lâcheté dans l'eau. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, ou la malchance plutôt, de voir les dents de la mer trop jeunes, ce qui a ancré quelque chose de plutôt négatif avec l'élément eau. Moi, banlieusard, fini quoi. Bon, encore une fois, j'avais la chance d'aller régulièrement avec d'Oléron. Mon père avait un petit terrain de camping là-bas, et un petit terrain à camper, pas un terrain de camping, un petit terrain à camper. Et donc je passais un mois de l'été là-bas. En mode camping, genre? Ouais, on était sous la tente pendant un mois. Trop cool. Ouais. Ils avaient la caravane et moi j'avais la tente. Et ouais, c'était chouette. Bah, j'imagine. Ouais, c'était chouette. Et puis du coup, des champs autour. Voilà, c'est vraiment que ça. Donc ça a toujours été ça ma vie. Hein. C'était du béton et des champs. Du béton et des champs. J'ai choisi les champs. Pour le coup, la mer. Et donc j'ai toujours été très aquatique. Toujours été dans la flotte, toujours bien dans l'eau, même si, avec ce trauma des dents de la mer, en piscine, je cherchais les ouvertures pour voir où le requin pouvait passer, etc. Mais ça m'a suivi toute ma vie, et j'ai compris que sur le tard que ça venait de ça. Mais toujours cette peur quand je voyais plus, quand je maîtrisais plus. Quand je voyais plus mes pieds, quand j'étais en grande profondeur, ou je me retrouvais tout seul sur les spots de surf, déjà j'y allais pas, parce que pas à l'aise, il fallait toujours qu'il y ait du monde, ou quand je me vautrais en kitesurf, quand j'ai commencé le kite à Montpellier, après la bouée des 300, là, la musique, tout de suite, des dents de la mer qui venaient, tout de suite, dès la chute, et à chercher un aileron qui pouvait apparaître. Et aussi, il y a une dimension écologique, c'est que j'avais un Intermarché pas très loin de chez moi où je prenais mon poiscaille, et puis j'ai vu un reportage sur ce que faisait Intermarché avec ses flottes de navires qui raclaient, qui faisait de la pêche en grande profondeur, à racler les fonds marins, et à éclater toute la biodiversité des milieux, enfin bref. Et donc je me suis dit, bon bah j'ai arrêté d'acheter du poisson comme ça, je vais pêcher, j'adore la pêche. Voilà. Au bout de 6 mois, j'ai pris un poisson. Donc ça marche pas. Et puis je me dis, bon, t'es en mer, t'as la mer à 15 minutes de chez toi, t'es pas capable de faire un aller-retour à la bouée des 300, quand t'es en kite, c'est compliqué, en surf c'est compliqué, tu vas mettre un masque, et puis tu vas voir ce qu'il y a sous l'eau, et puis voir s'il y a un grand blanc ou pas, mangeur d'homme. Ah, le bourrin. Pardon ? Oh, le bourrin. Oui, bah, ouais. Mais je vais y aller avec un flingue, pour me rassurer, et puis un fusil, pardon, de chasse sous-marine, pour me rassurer, et puis pour essayer peut-être de prendre du poisson. Et là, c'est la révélation. Là, c'est qu'est-ce que c'est que ce milieu, qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que c'est que tout ce qui se passe en dessous, qu'est-ce que c'est que tous ces bruits, qu'est-ce que c'est que toute cette biodiversité que je ne connais pas, et tout l'ennui que j'ai eu petit, il y a eu une espèce de nouveau monde qui s'est ouvert, et toute cette curiosité a rééclaté au grand jour, enfin pour le coup dans l'eau, et l'instinct de chasse, ramener du poisson, redevenir un chasseur-cueilleur, être connecter avec la nature, sélectionner ton poisson, voilà, tout ce processus qui, d'un seul coup, en l'espace de quelques mois, m'éclabousse, me submerge, à tel point que je vais passer des sessions à 10 heures ou 12 heures dans l'eau. Ça coïncide aussi, la découverte de l'apnée, au moment où je m'ennuie à mourir dans ma vie professionnelle, où je sais pas quoi faire, et je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'ai envie d'être, je sais plus quelles sont mes valeurs, quels sont mes repères. Le seul repère que j'ai, c'est ma chérie. Et donc voilà comment je découvre l'apnée. En fait, c'est en voulant vaincre ma peur de l'eau, cette aquaphobie, et en même temps par souci écologique. Et voilà. Et là commence l'histoire. Je suis assez rapidement profond. T'avais comme une facilité pour ça, ou... Oui. Alors j'ai un parcours de vie aussi qui fait que ça facilite pas mal l'apnée. C'est-à-dire j'ai fait pas mal de sports de combat, sport cardio quand j'étais enfant. J'ai des super gènes de mes parents qui sont bien bâtis tous les deux et qui sont en forme et qui font pas leur âge, malgré, pour mon père en tout cas, son grand âge, et ma mère aussi qui commence à rentrer dans le dur là, mais...
Et donc, beaucoup de sports de combat, beaucoup d'assouplissement, de judo, de tout ce que tu veux. En 2001, grâce à mon ex, ma meilleure pote Maggie, que j'ai rencontrée à Vienne en Autriche, je découvre le yoga, qui m'a jamais lâché depuis. Et puis le fait de gueuler dans un micro comme un cochon pendant des années aussi, ça te fait comprendre que ta cage thoracique et ton diaphragme, tu peux en faire pas ce que tu veux, mais tu peux les travailler, quoi. Et je l'ai beaucoup travaillé, le fait de hurler dans un micro, le fait de faire du growl, tu sais, c'est ce genre de choses où tu vas vraiment travailler ton diaph. Mec, je veux trop avoir et ta prise d'air. Tu dois avoir des enregistrements de ça, là. Oui, je te pourrais te faire écouter, bien sûr. Je veux mon neveu. D'ailleurs, si tu me les envoies assez tôt, je les mettrai même dans ce podcast-là. Allez. Et donc tout ce parcours de vie a fait que quand je suis arrivé dans l'eau, le diaph, la respiration, les assouplissements, le cardio, je l'avais, quoi, comme si c'était écrit que voilà, t'arrives au bout du chemin ou t'arrives au bout de ce chemin-là pour en découvrir un autre, et l'apnée va te faire redécouvrir ou découvrir qui tu es, enfin bref. Donc je suis très rapidement à l'aise, facile, et puis surtout je m'éclate, quoi. Et le fait d'aller chercher toujours un peu plus profond, aller chercher un peu plus de temps, aller chercher des plus gros poissons, t'es confronté à une eau un peu plus sombre, une pression un peu plus importante, à des apnées un peu plus longues, et donc du coup à te confronter un peu plus à tes peurs, à te confronter à les mécanismes physiologiques. Je t'interromps, mais tes premières apnées, elles duraient combien de temps à peu près ? J'étais à plus de 2 minutes, 2 minutes 30. Ah ouais, quand même. Donc moi, ma technique, c'est l'agachon. Je fais un canard, je descends sous l'eau. Et après, je trouve un endroit qui me plaît. Donc tu peux faire une dizaine de mètres sous l'eau. Et puis après, tu te poses et tu appelles le poisson. Et comme les poissons sont curieux, et que tu es sur leur terrain de chasse, et qu'ils sont territoriaux quand même, ils sont curieux, ils viennent te voir. Trop bien. Et tu bouges pas. Et puis quand il y en a un qui t'intéresse, ou qui a l'air bien, ou tu sais que c'est pas une femelle, ou que c'est un poisson qui a grandi, qui a vécu, etc. Comment tu sais que c'est pas une femelle ? Alors par rapport aux les loups, en tout cas, t'as des périodes, l'hiver, déjà elle est beaucoup plus grosse que les mâles. Les mâles suivent souvent, et puis elle a une belle poche d'œuf, donc elle a l'abdomen bien rempli, un peu arrondi. Après, des fois, tu peux faire des erreurs, ça arrive. Mais tu sélectionnes, voilà. Et voilà, donc d'aller toujours plus loin, d'essayer de trouver des solutions pour aller plus loin. Et puis avec les gars avec lesquels je chasse, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, parce que moi, ça fait 3-4 mois que je fais de l'apnée, me disent non, mais là, il faut que tu ailles faire des cours d'apnée, parce que je descendais à plus de 20 mètres des fois, et bien, tranquille. Et donc, ils me disent, ouais, non, là, il faudrait quand même que tu apprennes à respirer, que tu apprennes à ce qui se passe physiologiquement dans ton corps, et puis nous, on va pas te suivre de toute façon, donc si tu as un problème en bas, on pourra pas venir te chercher. Et du coup, ils disaient d'aller faire des cours pour ta sécurité ou pour optimiser ta performance ? Les deux. Ok. Les deux. Trop cool. Ce qui est génial avec l'eau, c'est que comme il y a des grosses contraintes, les gens qui font ça sont au courant de ces contraintes et vont te pousser à te sécuriser au maximum. C'est très bienveillant. Il y a des ponts partout, mais le milieu de l'eau en général, que tu sois maître nageur ou apnéiste, c'est des gens qui vont toujours penser à ta sécurité en premier et qui vont t'inciter à te former ou à aller chercher les bonnes infos aux bons endroits. Et donc on me propose, je crois que je vais à Decathlon. Je rencontre Sylvain Besse, qui est un instructeur maintenant, qui était vendeur à Decathlon à l'époque en chasse sous-marine, et qui était dans ce club-là, donc apnéo à 7 à l'époque, et qui me dit va dans ce club, il y a le champion du monde qui s'entraîne, etc. Moi, il fallait pas me dire ça. L'excellence toujours. Donc, je me renseigne, il y a d'autres clubs. Je fais des tests un petit peu partout. Je vais avoir Pont Club Moglio, mais non, champion du monde.
s'il y a le champion du monde qui est là-bas, c'est que c'est là-bas que ça se passe. Donc, c'est là-bas que je vais aller. Quitte à faire des allers-retours 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, pardon, de 7 à Montpellier. Juste avant de poursuivre là-dedans, ton palmarès à la fin, c'est quoi? Mon palmarès. Ton palmarès en matière d'apnée? Je suis champion de France en 2018. Je suis sélectionné en équipe de France en 2018 aussi. Je fais les championnats Fédé. Et je fais les championnats du monde en 2018 AIDA. Je crois que je fais la 5e performance mondiale de l'année. Et puis après, je me fais cartonner par une bagnole. Et là, tu t'entraînes pour quoi, là? Là, en ce moment-là, championnat du monde AIDA. Trop bien. Je repars après 6 ans d'arrêt, 7 ans. Ouais. Bon, les gars, vous comprenez pourquoi c'est Marc qui passe au micro. Bon, c'est le fait du hasard, mais parce que t'es arrivé à la villa par hasard, tu vois, mais je suis heureux de t'avoir au micro pour parler de ces choses-là et j'espère sincèrement réussir à donner la visibilité ensemble à ce podcast-là pour que ça se diffuse et que les gens puissent te trouver pour le message de la performance, mais surtout du respect de soi, quoi. C'est ça. Donc, revenons-en à ton histoire et à ce club-là. Donc, comment ça se passe? Donc, j'arrive, je suis accueilli les bras ouverts avec une super ambiance, une belle équipe de gens vraiment chouettes, passionnés et bons vivants. Tout ce que j'aime. Bon, moi, à l'époque, je suis très bon vivant. Qu'est-ce que ça s'appelle bon vivant? C'est que tu te la colles souvent, quoi. Enfin, tu fais la fête, tu manges bien, tu bois bien, tu profites. Ouais. Voilà, moi, je profite un peu trop. Mais toujours avec un petit peu de sport à côté pour garder la ligne, comme je suis très critique avec moi-même, il fallait que je puisse me regarder dans la glace sans avoir envie de vomir, tu vois. Donc, je suis toujours un peu dans l'extrême, hein, dans le jugement, mais pour moi. Et donc, je découvre l'apnée, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Pas forcément y aller tout seul, ce que je faisais régulièrement, que je continue à faire, mais dans peu de profondeur, même si c'est pas bien. Petit rappel de sécurité pour les personnes qui voudraient essayer l'apnée. On fait jamais d'apnée tout seul, jamais. Ça va trop vite. Qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple? Un filet dérivant. Ok. Une palme qui se coince dans un rocher, je sais pas, plein de choses. Une syncope qu'on ne voit pas venir, un jet ski qui passe parce qu'on n'est pas signalé, un bateau, enfin bref, plein de choses. Ouais. Même si on se croit en sécurité, hein, parce qu'on se sait performant, quoi. Exactement, Molchanova, ça a été la première femme à dépasser 9 minutes. Elle était avec des copains, elle est descendue sur 30 mètres. Donc 30 mètres, c'est ridicule par rapport aux performances qu'elle pouvait faire sans pale. On l'a jamais retrouvée. Il y a un apnéiste belge aussi qui s'entraînait dans la piscine de sa gamine, je crois, qui faisait à peine 60 cm de hauteur. C'est le premier homme à être descendu à 200 mètres, me semble-t-il. Il est mort dans 60 cm d'eau parce qu'il s'entraînait tout seul. Bon, je sais pas faire, bref. Et je prends quand même le pari de le faire, et puis ça marche bien, les gens sont contents, et puis je me prends au jeu de la compète, et puis je continue jusqu'en 2017, où je me dis bon, ça serait bien d'arrêter un peu la fête, un peu trop, on va calmer le jeu. Un petit passage en HP aussi entre-temps. C'est la fameuse histoire. Ouais. T'as été éprouvé la limite, et il y a un désir de prendre soin de toi. Voilà, ouais. Attends, c'est important ça. Ouais. C'est important parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses, qui sont capables d'accomplir leur quotidien en se dépassant parce qu'ils arrivent à mettre un couvercle et le tenir vachement fort. Sauf que ce qui va te permettre d'accéder à la suite, c'est le moment où tu vas accepter que on lève le couvercle, on prend soin de ce qu'il y a dessous. Et deux choses. Donc il y a cet événement-là qui en induit une autre. C'est c'est un de mes meilleurs amis, du coup, qui viendra, un de mes meilleurs amis, qui vient me chercher et qui me dit que
qu'une autre voie est possible professionnellement, qu'il me prouve par A plus B que lui il est en train de changer de boulot, que je peux faire un boulot aussi qui est dans l'élément haut aussi, être nageur. La restauration, que j'ai fait le tour, que quand j'en parle, j'ai les yeux de poisson mort, et que quand je parle d'apnée ou quand je suis dans la flotte, ça pétille, tout va bien, quoi. Donc que ça prend pas beaucoup plus de temps et qu'il faut arrêter de se gâcher la vie. Donc je décide effectivement de prendre ce chemin-là, un chemin qui me correspond plus, de m'écouter un peu plus, mes valeurs, etc., etc. Et du coup, je suis une petite thérapie aussi, il m'en faut pas beaucoup. Je vois une personne qui me va très très bien, qui prend pas de pincettes pour le coup, et qui met le nez dans le caca. Moi j'aime bien ça, vraiment qu'on me mette face à mes contradictions, face à mes peurs, j'ai besoin de ça pour avancer. Et en très peu de séances, je comprends pas mal de choses que j'expliquerai pas là, mais sur moi, et beaucoup de mécanismes aussi, et pourquoi ces mécanismes-là. Beaucoup dans l'autodestruction, beaucoup dans toujours à frôler avec les limites, etc. Mais du coup, je vais faire quelque chose qui va me reconnecter à moi, l'apnée. L'apnée. Et l'apnée en plutôt haut niveau. Donc pareil, pour choisir c'est renoncer, je choisis d'essayer d'aller taper l'excellence. Donc je renonce à ma vie de fêtard, alors beaucoup moins, et à prendre soin de moi, vraiment. Donc je change ma façon de manger, je change ma façon de penser, je change ma façon de me parler, je suis accompagné médicalement, avec des anxiolytiques et antidépresseurs, etc. Au bout de 6 mois, je pense que je peux gérer tout seul donc j'arrête tout seul, comme un gros con, sans en parler à personne. Tant qu'à faire. Au retour à la case départ, au retour au CHU de la Péronie, en urgence. Et ce coup-ci, j'ai compris. Et donc, je refais pas les mêmes bêtises, et remédicamenté, et re-suivi psy et psychiatre et psychologique. Et là, pour le coup, je comprends que tout seul, c'est compliqué. Et que même si j'ai tout appris quasiment tout seul, même si j'ai toujours fait tout seul, et que j'ai jamais rarement demandé de l'aide, là je suis remis sur les rails bien comme il faut, et j'ai pas trop le choix, et puis j'ai plus envie de refaire la même connerie, quoi. Attends, c'est précieux ce que tu viens de dire là, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils peuvent tout faire tout seuls, alors qu'en fait ils perdent du temps avec eux, ils s'exposent pas à l'excellence. Je trouve que c'est important ce que tu viens de dire, que l'appui c'était important pour aller là où tu voulais. T'es obligé non, on n'est jamais obligé, mais tu vas perdre moins de temps. Et puis surtout, tu vas avoir un élan, tu vas avoir une énergie. Quand t'es plus tout seul, t'as l'élan des autres, t'as l'énergie des autres. T'as de la compréhension, t'as un miroir. On va te dire, non, là, tu fais fausse route, mec. Ou non, là, t'es sur la bonne route. Ou il y a un écho qui se passe. Bref, ça vibre dans tous les sens avec les autres. Quand t'es tout seul, ça vibre pas. Si, tu vibres, mais t'as pas d'écho, t'as rien, t'as pas de retour derrière. Donc je comprends ça. Et je comprends aussi que il faut que je parle, il faut que j'en parle, et que plus j'en parle, plus les gens se confient aussi, et plus moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réfléchi comme ci, j'ai réfléchi comme ça, et du coup ça te fait écho à toi, et puis le fait que ça te fasse écho, tu vas en reparler à d'autres personnes, ça va faire écho à d'autres, et bref, c'est qu'un jeu d'ondes en fait, et qui est bénéfique pour tout le monde. Et il y a plein de gens qui veulent t'aider au final. Il y a plein de gens qui sont sur ta route, qui sont là pour t'aider, sans que toi tu le veuilles forcément, mais parce que tu as dit quelque chose à un moment donné. Mais là, voilà. Ça fait écho en eux, mais du coup ils ont envie de te renvoyer l'appareil, et puis ça, voilà, et c'est ça, tu rentres dans une espèce de cercle vertueux avec tout un tas d'âmes vraiment géniales autour de toi,
que tu n'aurais pas pu vivre si tu penses toujours que tu vas y arriver tout seul et que tu es le meilleur et que tu es le champion et que ceci et que cela, et parce qu'on t'a pas appris à baisser la tête, ou parce que tu n'as pas appris à baisser la tête, ou parce que tu crois que voilà, tu vas toujours tout réussir tout seul. C'est plus simple à plusieurs et c'est plus chouette à partager aussi, surtout. Donc, comme l'apnée au final, c'est pareil. Hein. Si t'as pas une sécu en haut, tu descends pas pareil. Si t'as pas des buddies d'entraînement, des potes d'entraînement, ou ça fait presque 3 ans ou 4 ans que je m'entraînais tout seul, là, c'était chiant, quoi. C'est pas pareil. Donc voilà, je découvre un cadre avec ce club, je découvre... alors je suis un peu perdu là, parce qu'on est passé de l'HP à... Bref. Oui, donc pardon, je suis suivi, et là, voilà, je fais le process jusqu'au bout. Et je change de taf, je change de boulot, je fais quelque chose pour le coup qui m'aide, et surtout... Donc je deviens, alors c'est pas un super taf, mais c'est un taf qui m'épanouit moi perso, puisque je suis en contact de personnes via mon travail qui ont des problèmes avec l'eau. Les enfants qui sont pas rassurés, des aquaphobes, des gens d'un certain âge qui ont toujours eu honte d'avoir peur de l'eau, de le dire. Et le fait d'avoir ce parcours aussi d'aquaphobe, d'avoir eu peur de l'eau, je les comprends, je me mets à leur place. Et donc je mets en place une espèce de méthode qui va lier toutes les techniques que j'ai apprises en apnée, de concentration, de méditation, pour être à l'intérieur de soi, de visualisation, avec se fixer des objectifs avec la PNL aussi. Et je mets ça au service des aquaphobes. Et j'ai fait une animation comme ça un jour à la piscine olympique avec des petites mamies, un monsieur. Ouais, je crois qu'ils ont tous autour de 50 à 77 ans, je crois qu'elle avait là. Donc cette méthode, c'est un essai. Et je commence par dire, bah voilà, je suis aquaphobe, j'ai commencé, j'étais aquaphobe. Et rien que le fait de dire ça, donc que le maître nageur, l'apprenant, que la personne qui gère, qui maîtrise, dit ça en accroche, mais j'ai vu les épaules de tout le monde se baisser, et, ça a soufflé, quoi. Je me suis dit, ah ouais, carrément. Et je leur ai demandé d'échanger entre eux, parce que je leur ai dit, là, vous êtes tous pour une et même raison, c'est que vous avez un problème avec l'eau. Discutez. Et le fait d'en parler, le fait de verbaliser, le fait de sortir le truc, pareil, les épaules qui sont vraiment comme ça, qui sont redressées, les torses qui se sont redressés, etc. Et je me dis, mais en fait, la communication, c'est vraiment un truc de taré sur les phobies. Et puis après, on a travaillé des exercices de respiration, de visualisation, etc. Bon, tout ça, pour finir, en 3 heures, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait en 7 ou 8 ans pour certains, avec des cours d'aquaphobie, et on a fini par faire de l'apnée à la piscine olympique. Donc un bassin qui fait 3 mètres de profondeur, donc 50 mètres de longueur, 25 mètres de largeur. Et des pleurs dans tous les sens, parce que super fiers, parce que ils ont lâché cette part-là. Alors j'ai pas eu de nouvelles depuis, à savoir si ils avaient continué à aller dans l'eau, mais bref. J'ai compris en racontant mon histoire, encore une fois, en dédramatisant certaines choses, et qu'on avait tous des peurs, qu'on avait tous des doutes, qu'on avait tous, mais d'en parler librement, simplement, avec mes mots de titi parisien, un peu vulgose des fois, un peu tranché, un peu cash, c'est de dramatiser pas mal de situations, et c'est ce que j'essaye de faire maintenant en tant que pro dans l'apnée, et aussi en tant que thérapeute, parce que je suis aussi hypnothérapeute. Dans mon futur cabinet. Voilà. Je crois que je me suis un peu éparpillé, je crois que je suis un peu parti en freestyle là, non? On va dire que t'es passé par plein d'espaces de ta vie, c'était cool. On voit la direction que ça peut prendre, que l'apnée c'est une voie de
d'apaisement de cet esprit, de cette part de nous qui veut chercher la performance malgré nous. Et que c'est pas seulement apprendre aux gens à faire de l'apnée, c'est aussi transmettre aux gens comment réguler ce besoin de performance pour vivre de la présence avec soi. Ouais. On a vu du coup que ton parcours, en commençant par cette histoire forte au fond de l'eau où tu vas laisser une part de toi sous l'eau le temps qu'il fallait pour prendre soin de toi. On a vu comment tu as construit cette rugosité, cette espèce d'ambivalence entre le froid du béton et à la fois la chaleur d'une vie, même si elle était inconfortable, et de l'autre côté, la chaleur d'un extérieur, mais le vide de la vie de l'autre côté. On a vu cette quête d'excellence à travers la restauration, la désillusion. On a vu comment est-ce que tu en es arrivé à l'apnée. On a vu l'aisance que tu avais là-dedans et à la fois la limite si tu prenais pas soin de toi. On a vu la rencontre avec le club d'apnée. On a vu l'excellence avec ces gens qui ont eu la confiance de te dire nous on va se retirer, mais par contre toi tu peux reprendre derrière. C'est quand même un champion du monde qui te disait ça. On a vu que t'es parti en compétition. C'était le coach du champion du monde qui s'est retiré et ok. Oui, enfin bref, oui. Ouais. Et derrière on a vu que il y avait une dimension thérapeutique. Est-ce que tu avais envie d'amener j'aurais envie d'amener une fin de cette discussion autour de ce que tu as accompli et ce que tu veux accomplir pour la suite, et peut-être ce que tu aimerais... Ouais, juste un truc là qui n'a pas abordé, c'est j'ai compris que très récemment pourquoi est-ce que je faisais de l'apnée, et pourquoi est-ce que je cherchais à faire du haut niveau ou à me confronter à ça. Et j'ai compris qu'en fait, ce que je cherchais là-dedans et pourquoi je cherchais ce haut niveau, c'est le lâcher-prise. C'est juste ça. Lâcher prise et l'acceptation. J'entends par là que vu que je suis un hyper contrôlant, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et encore une fois qu'on m'a pas appris ou que j'ai pas appris à lâcher, parce que lâcher égale faiblesse et faiblesse égale proie facile et ce que tu veux. Voilà. Ce que je cherche à affronter, ou ce que je cherche à plutôt accomplir ou à être, c'est simplement de me laisser tranquille. L'apnée, c'est pas anodin de pas respirer. C'est, je crois, la pire des choses. C'est d'accepter. Je respire pas, mais c'est pas grave, ça va aller. Ça, j'ai compris. Pourquoi aller chercher le haut niveau ? Parce que le niveau, il y a la pression encore plus qu'elle a de l'instant, de la performance, et puis toujours cette histoire où est-ce que l'entraînement a été bon, est-ce que le chemin a été bon, est-ce que les méthodes que j'ai utilisées sont bonnes. Mais encore une fois, c'est se confronter à des grosses échéances pour lâcher prise au maximum dans l'inconfort le plus profond qui soit. Avec des enjeux qui peuvent être juste sportifs ou du coup professionnels aussi. Mais aller chercher ça, vraiment pour chercher des objectifs très 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 hauts, pour chercher un lâcher prise et une acceptation la plus totale. Voilà, j'ai découvert ça il y a 2 semaines. Est-ce que tu crois qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose ? Je sais pas. Je crois pas. Ça me semble une conclusion royale, ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie d'apporter si on était en train de commencer à parler de ça, de c'est quoi les prochaines actualités pour toi, donc du coup tu vas repartir sur le chemin de la compétition. Voilà. C'est quoi tes objectifs ? Donc mes objectifs, c'est de refaire une compétition internationale pour me remettre dans le bain de sportifs de haut niveau, pour faire aussi briller un petit peu l'Odyssée, mon club d'apnée. Ouais. Et aussi, vu que je me lance professionnellement, ça va être une vitrine aussi. Mais c'est surtout pour revivre un gros lâcher prise, parce que j'ai eu un enfant il y a 2 ans,
on est bien fatigué avec ma chérie. On est un peu sur les nerfs aussi. Et donc, elle a changé de boulot. J'ai changé de boulot. Avec une insécurité que ça peut engendrer. Avec une gamine en bas âge. Une petite merveille complètement tarée, mais qui est adorable comme tout. C'est quoi son prénom? Maëline. Et puis une plus grande, Mia, qui est adorable comme tout aussi, mais c'est compliqué de d'écouter un peu les parents en ce moment, tu vois. Et de me reconfronter à ça aussi pour revivre des moments, comment dire, j'allais dire d'excellence, mais c'est pas le cas, mais c'est des moments intenses. J'ai besoin d'intensité. J'ai besoin d'intensité pour me sentir vivant. Et aussi parce que j'ai 46 balais maintenant et que le haut niveau ça peut durer, on vieillit bien dans l'apnée, mais que je sens que quand même 18 heures de sport par jour avec la vie que j'ai, avec les enfants, la charge mentale, etc. Mais je me sens capable de le faire, j'ai envie de le faire, et puis j'ai envie de partager ça avec un pote aussi, Clément Le Saff, qui est champion du monde, avec lequel on partage beaucoup de choses à 2 ensemble et à 3 aussi, du coup, un peu la même histoire. 3 avec qui? Avec Clément. Ah, ok, d'accord. Voilà. Voilà, c'est les mêmes profils un peu. Mm-hmm. Et pour pouvoir rayonner aussi, pour parler aussi avec des gens que j'ai rencontrés, de mon histoire, de pourquoi j'ai fait de l'apnée, parce qu'entre apnéistes, on me dit pourquoi t'as fait de l'apnée, c'est jamais anodin. Ouais. Et puis pour partager encore des moments chouettes de vie avec des gens, avec des moments intenses, et puis pour que mes filles soient aussi fières de leur papa. Voilà, je ne les fais pas que pour moi. Voilà, c'est un tout. J'ai pas fini. Ouais, je pense que vraiment te dire qu'il est jamais trop tard. Moi, je vois la vie le temps comme un professeur, où on fait que apprendre tout le temps. Moi, ce qui m'a sauvé aussi, c'est ma curiosité, aller chercher l'info, aller gratter. Le fait d'avoir été éduqué par une porte, c'est comme ça que je vois ma mère, mais c'est une porte en bronze qui doit faire des kilomètres de long ou de large, je sais pas, mais de profondeur, d'épaisseur, et quand tu tapes, il n'y a pas d'écho, c'est un mur, il se passe rien, quoi. Et donc ça a développé là. Donc ouais, soyez curieux. Après, c'est des banalités que je vais dire, quoi, mais accepter d'avoir peur, accepter de douter, et puis ne vous jugez pas trop vite parce qu'on est plein de ressources et que malgré tous les bobos, tous les accidents de la vie, on est comme de l'eau, on est malléable, on est sous plein de formes différentes, on peut être très con un jour, être très très sage un autre, et c'est pas parce que on a des faiblesses à tel moment qu'on n'arrivera pas à remonter la pente ou quoi que ce soit, et bien au contraire. Tout ce qui nous arrive là, ça nous rend, c'est Nietzsche qui disait ça, je crois, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Bah pour le coup, je pense que c'est vrai, en tout cas dans mon histoire, quoi. Trop cool. Voilà. Marc, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, faire l'expérience avec toi? Pour l'instant, c'est compliqué parce que je ne suis pas un homme de communication. Donc, MT Freediving. Donc, MT Freediving. Bientôt en ligne, donc soit sur Instagram. Et il y aura un site internet aussi. Ou alors, vous cherchez l'Odyssée sur Facebook, l'Odyssée, le club d'apnée à Montpellier. Trop cool. Voilà. Bah, on va mettre les liens dans la description, ouais. Et à chaque fois que tu as un nouveau lien, je t'invite à me faire signe. De toute façon, on va rester en contact. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette discussion. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Merci. À bientôt. Waouh. Mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne. Et quel plaisir de partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi,
Les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.